Bonjour à tous et toutes et bienvenue à notre petite émission du soir qui dure entre 10 et 15 minutes entre la météo et la publicité. Et ce soir, après vous avoir montré, expliqué pourquoi il y avait eu un crack du WTI il y a quelques heures, on va voir un peu plus, de manière un peu plus générale, la géopolitique du pétrole, les rapports de force qu'il peut y avoir entre l'OPEP, l'Arabie Saoudite, les États-Unis d'Amérique, les enjeux et surtout la survie pour certains des pays. Et pas que pour les pays pétroliers, on va voir, c'est ça la particularité, c'est que nous vivons dans un monde d'interdépendance et on va voir ça beaucoup plus en détail. Alors je m'appelle Benoît Rousseau et pourquoi je vous parle du pétrole? Parce que quand j'étais à la Sorbonne, j'ai étudié pendant plus d'une année sur le bureau de recherche de pétrole, le BRP. C'était ce que les Français avaient lancé juste après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1945 et 1965. C'est l'institut qui a cherché du pétrole et des hydrocarbures, du gaz en France, partout. Ah, c'était la priorité du général de Gaulle, c'est une des premières choses qu'il a fait à la Libération. Ils ont commencé à faire des recherches en piquant du matériel qu'avaient abandonné qu'avaient abandonné les Allemands pendant le repli sur Berlin, et ils sont mis à chercher du pétrole partout. 20 ans plus tard, c'est devenu les RAP, et les RAP, vous connaissez, c'est devenu ensuite, dans les années 70, pardon, dans les années 70, Elf Aquitaine, et ensuite le groupe Total. Donc c'est simplement pour vous montrer que c'est très 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 important à toutes les recherches pétrolières, puisque ça a été quasiment l'une des premières priorités du gouvernement provisoire de la République française en 1945, en 1940, août 44, sous l'égide du général de Gaulle, s'est lancé tout de suite des prospections pétrolières pour que la France devienne indépendante énergétiquement. On l'est devenu pendant quelques mois quand on a découvert le gaz et le pétrole à Essaouira Hermel, à Simi Saoud, quand l'Algérie était française. Ce qui explique aussi pourquoi la guerre d'Algérie a duré aussi longtemps. C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de colons, certes, mais c'est aussi parce qu'on avait trouvé le Texas français dans le Sahara. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, on a voulu donner l'indépendance aux Algériens sans le désert du Sahara. On voulait créer le Sahara occidental et donner l'indépendance entre guillemets au Sahara occidental sous contrôle français pour qu'on récupère juste Assi Messaoud, Assi Hermel, donc le fameux Texas français. On n'en a pas beaucoup entre guillemets profité. C'est les Algériens à l'indépendance qui ont pu exploiter ces gisements avec l'aide des Russes pour la petite anecdote. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications et savoir quand est-ce que je fais les vidéos, et à mettre des commentaires et des petits pouces vers le haut ou vers le bas, peu importe le sens, ça permet de faire connaître les vidéos. Je vous remercie. Alors on attaque. Pardon. Géopolitique du pétrole. Alors très rapidement, plein de petites informations pour qu'on réussisse à bien situer le problème. Le pétrole est avant tout une matière stratégique. On l'utilise partout. Pas que dans le kérosène des avions, pas que dans les voitures, partout, partout, partout. Dès que vous avez quelque chose en plastique, votre clavier, la souris, n'importe quoi, votre petit stylo, c'est à base de pétrole, parce que vous avez le naphta qui est l'ingrédient de base du plastique et il est fait avec du pétrole. Les industries chimiques utilisent du pétrole, en veux-tu, en voilà. Les engrais sont faits essentiellement à base du gaz. C'est pour ça, alors petit vocabulaire, quand on parle d'hydrocarbures, on parle de pétrole et du gaz, alors que ce soit du gaz naturel ou le fameux gaz de schiste. Tout ça, ça forme les hydrocarbures. Donc, des hydrocarbures, on utilise pour tout, pas juste pour se chauffer, pas juste pour rouler, mais pour nourrir la population. Voilà, les 7 milliards d'habitants sont nourris grâce aux engrais qui permettent d'accélérer et de pouvoir nourrir toute la population. Et la moindre truc en plastique, c'est des hydrocarbures. Si vous fumez, vous en avez aussi des hydrocarbures. Bon, vous avez aussi pas mal de matières radioactives. Ils ont fait un bon petit cocktail assez sympathique. Et voilà, on en a partout. Le goudron, bah, qu'est-ce que c'est? C'est des hydrocarbures aussi, etc., etc. C'est pour ça que quand on parle de transition écologique, il faudra trouver des palliatifs au plastique, au goudron et tout ça. Donc ça risque d'être quand même aux engrais des choses extrêmement compliquées. Mais ça, ce sera un autre débat. Euh, Très important, je vais parler de l'OPEP. Donc,
que l'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est un regroupement de pays pétroliers qui se sont alliés en 1960 à l'initiative du Shah d'Iran pour pouvoir avoir plus de poids pour négocier face aux pays acheteurs. Offre, demande, si on se regroupe, on peut essayer de négocier un petit peu plus les prix. C'est un peu ce qui se passe dans n'importe quel domaine. Quand Carrefour arrive et va voir un pauvre petit paysan tout seul et qui lui achète sa production, il ne va pas pouvoir beaucoup négocier. Mais s'ils se sont rassemblés en coopérative, ils auront un petit peu plus de poids. Et c'était le but de l'OPEP, avoir un petit peu plus de poids pour vendre leur pétrole un petit peu plus cher. Le principal fait d'armes de l'OPEP, c'est bien connu, notamment dans nos pays. En 1973-74, ils ont décidé de quadrupler le prix du baril de pétrole. Alors ça nous paraît pas cher, 3 dollars, ils l'ont passé à 12 dollars, mais c'est ça qui a cassé complètement la croissance des 30 glorieuses en France. Un 30 glorieuses, c'est 1945-1975, et là on enchaîne actuellement les 40, 50 piteuses, donc 1975 jusqu'à, on ne sait pas, allez, si c'est 50 piteuses jusqu'en 2025, c'est des termes en économie pour vraiment montrer les différentes tendances. Donc voilà, l'OPEP a fonctionné et du jour au lendemain, ils ont pu quadrupler les prix du pétrole, ce qui a mis tout notre système économique occidental en très 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 grande difficulté, mais eux, ça leur a permis aussi de se développer. L'OPEP, au jour d'aujourd'hui, c'est constitué de 14 pays producteurs. Il n'y a pas que des pays, entre guillemets, moyen-orientaux. Vous avez aussi le Nigeria qui fait partie de l'OPEP. Vous avez aussi des pays d'Amérique du Sud, dont le Venezuela, et 9 pays extérieurs, dont la Russie. Ça, on appelle ça l'OPEP+. C'est comme le super plus ou le gazole plus, voilà. Donc c'est l'OPEP élargi, mais ils ne sont pas membres de l'OPEP, mais ils essayent quand même de s'entendre entre eux. Donc voilà un petit peu la situation au niveau du vocabulaire. Chose importante aussi, pourquoi c'est une matière aussi stratégique? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire rouler un tank, on ne peut pas faire décoller un B-52 pour aller bombarder des gens avec l'énergie électrique ou avec du gaz. Donc c'est pour ça que tous les pays occidentaux ont des réserves stratégiques. Les réserves stratégiques, c'est si jamais on a un jour un quadruplement des prix du pétrole, on peut continuer à fonctionner. Alors en théorie c'est 3 mois, mais les véritables réserves stratégiques seront réservées bien entendu en cas de conflit au tank, et c'est pour ça qu'on dit une sorte de petit gag, on dit que la dernière goutte de pétrole sera pour un tank ou un avion. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement stratégique. On le voit actuellement avec la crise du coronavirus. Si on n'arrive pas à produire en nombre suffisant des masques en France, imaginez que l'on ait une guerre et qu'on n'ait pas suffisamment de pétrole, nos chars Leclerc ne servent strictement à rien, nos Mirages ne peuvent pas décoller, etc. etc. Donc c'est vraiment aussi au niveau des armées un élément essentiel, c'est le sang qui permet de faire fonctionner les armées. On va voir rapidement les rapports de force qu'il y a entre tous ces différents pays. Alors on voit tout de suite là la production de pétrole des 6 principaux pays, États-Unis, Arabie Saoudite, Canada. On va s'intéresser à cela parce que vous voyez, ils écrasent tout le monde. La production du Canada qui ne cesse de progresser est 3 fois inférieure à n'importe quel de ces pays. Une chose qui est intéressante à voir sur ce graphique, c'est que les États-Unis avaient leur production qui diminuait de plus en plus d'année en année. C'était une stratégie volontaire. Les États-Unis préféraient fermer leurs puits de pétrole. Ils indemnisaient d'ailleurs les producteurs. Ils donnaient de l'argent pour fermer les puits de pétrole au Texas, un peu comme la jachère en France. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que les États-Unis ont cette idée-là. La dernière goutte de pétrole pour faire fonctionner un tank ou un super bombardier devra être américaine. Donc comme ils ont des réserves aux États-Unis, que le pétrole ne coûtait pas trop cher, ils préféraient fermer leur pompe pour garder entre guillemets leur pétrole et acheter à tout va le pétrole d'autres pays en se disant dans 20, 30 ans ou 40 ans, ils en auront plus. Mais nous, on en aura toujours. Donc là, vous voyez, un grand jeu stratégique qui a complètement évolué à partir, vous voyez, des années 2012, 13, 14, ça s'est mis à accélérer à tel point que les États-Unis sont le premier
pays producteur d'hydrocarbures, de pétrole au monde, passant largement devant l'Arabie Saoudite et la Russie. Ça, c'est le gaz de schiste, uniquement. Cette accélération, c'est le gaz de schiste. Ne vous en faites pas, les Américains conservent leurs réserves stratégiques. Ils sous-exploitent leur production de pétrole au Texas. Ils y vont sur le gaz de schiste, il n'y a pas de souci. Mais là, juste avec ce graphique, on voit déjà toute une stratégie. Les Américains préparent les 30, 40, 50 prochaines années. Quand on aura peut-être plus de pétrole, eux, ils en auront. Et là, c'est toute la question des réserves prouvées, c'est-à-dire combien il reste de pétrole. Alors, depuis que je fais un peu d'histoire, donc il y a à peu près une trentaine d'années, si j'ai commencé au collège, j'ai toujours entendu que dans 20 ans, il n'y a plus de pétrole. Dans 20 ans, il n'y a plus de pétrole. Dans 20 ans, il n'y a plus de pétrole. J'ai farfouillé dans des archives dans le ministère de l'économie et chez Alpha Aquitaine, et c'était la même chose, tous les rapports. Dans 20 ans, en 1975, on disait en 2000, on n'a plus de pétrole. En 2000, on disait en 2020, il n'y a plus de pétrole, etc. Et on en a toujours. Alors pourquoi ? Pourtant, la consommation ne cesse d'augmenter, la population augmente, on est de plus en plus dépendant du pétrole, mais on en a toujours. Alors, les progrès, on continue à chercher en permanence. On arrive à exploiter des champs de pétrole avec des nouvelles techniques qui fait que on peut réussir à sortir du pétrole qui est assez cher, qui est aux environs de 90 $, 100 $, mais on les a. Pour l'instant, on n'utilise pas ces puits-là parce qu'ils ne sont pas rentables, mais si le pétrole se met à monter à 100, 150, 200 $, on va ouvrir ces puits de pétrole et on pourra extraire le pétrole qu'il y a dedans, alors qu'on était incapable il y a à peu près une vingtaine d'années. Voilà à peu près ce que l'on sait, c'est les derniers chiffres 2019, les réserves prouvées. On voit que le premier pays qui a le plus de réserves, c'est un pays qui s'appelle le Venezuela, qui est un pays qui est complètement à la ramasse, je suis désolé, de Matou, qui est complètement à la ramasse, alors qu'il devrait être le pays d'Amérique du Sud le plus riche. Il l'a été, mais bon voilà, suite au gouvernement actuel, le pays s'est complètement effondré. L'Arabie Saoudite est bien placée, le Canada, c'est surprenant, on ne sait pas que le Canada c'est quand même quasiment la troisième puissance pétrolière au monde, l'Iran, l'Irak, etc. Grosso modo, si vous voulez retenir un ordre d'idée, le Moyen-Orient, au jour d'aujourd'hui, c'est 48,5% des réserves mondiales prouvées, la moitié à peu près, et en Europe, c'est 0,8%. Rien du tout, même pas 1%. J'insiste bien sur prouver. C'est un sujet complètement tabou. On n'en sait rien, en fait. Pourquoi ? Parce que les États n'ont pas forcément intérêt à dévoiler leur jeu. C'est un peu une sorte de jeu de poker, le poker menteur, le pétrole. C'est combien tu as de réserves, dans 10 ans t'es foutu, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on a des pays qui vont surévaluer leurs réserves, pour des raisons, notamment pour emprunter de l'argent, etc., en disant, mais regardez, vous en faites pas, on a des réserves pour 40 ans, prêtez-nous de l'argent. C'est un peu le cas du Venezuela. Il y a des gens qui disent que les réserves du Venezuela sont un petit peu surévaluées. Et puis vous avez d'autres pays qui font plutôt profil bas et qui vont sous-évaluer les réserves. Même chose pour les compagnies pétrolières. C'est un sujet totalement tabou. Quand j'ai fouillé dans les archives des compagnies pétrolières, parfois je suis tombé sur des rapports où il y avait ce qu'on allait dire officiellement aux médias et puis le rapport interne. Je voyais qu'il y avait des écarts entre les réserves prouvées absolument gigantesques. Mais voilà, c'était aussi l'intérêt des compagnies pétrolières de pas dévoiler leur jeu. Donc les réserves, très honnêtement, on ne sait pas s'il restera encore du pétrole dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça fait à peu près 50 ans qu'on dit qu'on n'a plus de pétrole et il y en a toujours, donc sujet très 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 compliqué. Pour comprendre le bras de fer qu'il y a actuellement entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite, il faut voir ça. Vous avez vu on a vu sur le graphique que les États-Unis d'Amérique sont devenus le premier producteur en hydrocarbures du monde grâce au gaz de schiste. Ça plaît pas forcément à l'Arabie Saoudite qui perd à la fois sa puissance économique et puis sa puissance, on va dire quasiment diplomatique, puisque c'est elle qui contrôle plus ou moins l'OPEP. Les autres pays ont tendance à suivre ce que dit l'Arabie Saoudite, mais là, ils ont d'un seul coup un autre leader face à eux.
Toute la problématique se trouve là, par rapport au prix du pétrole. Le gaz de schiste américain, il est rentable aux environs de 45 à 60 dollars le baril. Le pétrole lourd d'Arabie Saoudite, qui est de meilleure qualité, lui, il est rentable à 10 dollars. Alors pourquoi il est rentable à 10 dollars? Parce qu'il est très facile à extraire, il n'est pas très en profondeur, vous plantez un derrick, vous faites un petit trou, vous avez quasiment le pétrole qui jaillit, tandis que le gaz de schiste, il faut aller, si j'ose dire, le chercher. Et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite fait baisser les prix pour ne pas rendre rentable le gaz de schiste américain et pour que toutes les entreprises qui exploitent le gaz de schiste américain fassent faillite. Ils veulent mettre KO en fait les États-Unis en faisant baisser les prix. Comment ils font baisser les prix? Ils produisent plus, ils balancent plus de pétrole sur le marché, donc du coup offre-demande, beaucoup plus de demandes, les prix baissent. Eux, ils s'en fichent parce qu'ils sont rentables à 10 dollars. Donc, à 11 dollars le baril, pour eux, ils gagnent encore de l'argent. Mais par contre, les entrepreneurs qui exploitent le gaz de schiste aux États-Unis, non. Au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé les derniers chiffres de 2019 disponibles, on a 85% des petits entrepreneurs qui exploitent le gaz de schiste aux États-Unis qui ne sont pas rentables du tout. Il faut vraiment un prix de 45 dollars, 50 dollars, ça leur permet de survivre. Donc imaginez la situation actuelle. Donc on se dit l'Arabie Saoudite est sûre de gagner. Eh bien pas du tout. Pas du tout, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le revenu des hydrocarbures. Qu'est-ce que ça représente dans la richesse nationale? Eh bien, regardez, 78% du budget de l'Arabie Saoudite provient des hydrocarbures. 78%. C'est pour ça que pour l'Arabie Saoudite, c'est absolument fondamental. Comme le Koweït ou le Qatar, c'est leur seule source de richesse à 80%. C'est aussi pour ça que des pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., essaye de lancer de nouveaux pôles industriels. Alors, les Émirats Arabes Unis vont jouer sur le tourisme, etc. L'Arabie Saoudite développe de grandes universités, de grands laboratoires de recherche. Ils créent leur propre Silicon Valley parce qu'ils savent qu'à un moment, s'ils ont plus de pétrole, et eux, ils connaissent leurs chiffres à eux, alors je ne sais pas si dans 10 ans, dans 50 ans ou dans 200 ans, ils n'ont plus rien. Ils retournent, si j'ose dire, bédouins dans le désert, sans plus rien du tout. Donc 78% du budget, c'est les hydrocarbures. Donc vous imaginez, un hydrocarbure à 40 dollars ou 100 dollars, c'est pas du tout le même niveau de croissance et de développement pour un pays comme l'Arabie Saoudite que quand le pétrole, le baril est à 15 dollars. C'est pour ça que ils essayent d'affaiblir le gaz de schiste américain, mais ils ne peuvent pas, eux non plus, tenir trop longtemps. Pourquoi? Parce que regardez, le prix du pétrole pour équilibrer le budget. Alors, aucun pays est en équilibre, vous allez me dire. La France annonce un déficit historique aujourd'hui de la sécurité sociale de 41 milliards. Mais grosso modo, on va dire que tous les pays tendent vers un équilibre budgétaire. Pour que l'Arabie Saoudite puisse avoir un budget à l'équilibre, il faut environ que le baril de pétrole soit à 84 dollars. Donc vous voyez, 10 dollars rentabilité pour qu'ils puissent développer tout ce qu'ils font, nourrir leur population, les vêtir, avoir un bon niveau de vie, de protection sociale, c'est 84 dollars. 84 dollars, ils vivent bien. Par contre, le gaz de schiste américain vit bien. Vous voyez un petit peu le côté complètement schizophrène dans lequel vit l'Arabie Saoudite. Il faut affaiblir l'ennemi, mais quand on affaiblit l'ennemi, si on essaie de le mettre KO, nous-mêmes, on a pas mal de difficultés. Pour des pays comme l'Irak, le Koweït, le Qatar, 50 dollars. Ils sont en parfait équilibre budgétaire. 50 dollars, c'est un prix qui est classique hein, quand on n'est pas, j'allais dire, en période de crise comme actuelle. C'est des pays qui s'en sortent très bien, le Koweït et le Qatar. On va voir après pourquoi. Et puis vous avez des pays qui sont un peu désespérés. C'est le Nigeria et le Venezuela. Il faut plus de 100 dollars, jusqu'à 140 dollars pour le Nigeria pour que le pays s'en sorte. Donc pas grand espoir. Donc on voit bien que là, les pays producteurs de pétrole, notamment en s'alliant avec l'OPEP, ils jouent leur survie. Il faut que le cours soit suffisamment élevé pour qu'ils puissent tout simplement vivre et se développer correctement, tout en ayant un ennemi, les États-Unis d'Amérique, avec leur fameux gaz de schiste. C'est quelque chose qui est très nouveau, hein, le gaz de schiste, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Donc c'est justement parce qu'on a pu développer de nouvelles techniques pour extraire à des endroits où on ne pouvait pas ce gaz, cet hydrocarbure.
Et cela a complètement basculé en fait le rapport de force géopolitique. Alors c'est pour la survie des pays producteurs que ça pose des questions, quelles sont leurs réserves, quel est le niveau acceptable pour le baril, mais pas que, ce serait trop simple. C'est là où on voit qu'on est tous interconnectés. C'est aussi la survie pour les pays endettés. Et là je vais prendre le cas de la France. La dette française, qui c'est qui la paye? Alors la France s'endette en permanence, on émet de la dette tous les mois, toutes les semaines et tous les mois, pour payer tout simplement les choses essentielles, payer les fonctionnaires, donc le policier, les infirmières, les professeurs, payer les retraites, payer notre assurance santé, 41 milliards de déficit de la sécurité sociale. On ne va pas augmenter de 41 milliards les impôts aux Français qui sont déjà la population qui est la plus taxée au monde. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller emprunter de l'argent à l'extérieur en disant est-ce que vous voulez nous prêter de l'argent, donnez-nous de l'argent, nous on va payer les gens. La dette, c'est pas un souci, mais si vous empruntez, par exemple, vous comprenez, si vous empruntez pour développer des choses, c'est positif, parce que ce développement va pouvoir créer de la croissance, des emplois, etc. Si vous développez juste pour pouvoir éponger la dette, payer les intérêts, ça devient une sorte de machine infernale qui se met un petit peu en place. Et on est un petit peu dans ce cas-là. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est à qui on emprunte. Et on le voit, donc il y a eu c'est très très difficile de trouver l'information, même si vous allez sur les sites gouvernementaux, on préfère pas trop en parler. Mais en tout cas, la France et la Grèce sont à peu près au même niveau. Je n'ai pas pris d'exemple comme ça non plus par hasard. 70 à 71% de notre dette est on la recherche à l'extérieur. Alors j'ai essayé de me renseigner sur les zones géographiques. Et là, c'est vraiment tabou. Qui nous prête pour payer pour vivre au-dessus de nos moyens? Eh ben, qui nous prête? C'est simple. C'est ces pays-là, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar. Je vous donne juste un exemple très rapide. En 1981, suite à l'arrivée de François Mitterrand, on a eu une politique keynésienne de relance par la consommation. Le commerce extérieur s'est complètement effondré. La France, en 83, était au bord de la faillite type Grèce. Il fallait absolument trouver en urgence de l'argent. Qui a sauvé la France à ce moment-là? C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Allemagne, c'est l'Arabie Saoudite qui est venue et qui a fait un énorme chèque pour racheter toute la dette. Sinon, la France s'écroulait totalement. On n'avait pas de quoi payer le minimum pour le mois d'après. Entre guillemets, on dévaluait le franc, ça va dévaluation sur dévaluation. Bon, c'était la véritable catastrophe. Et ce sont les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar qui rachètent énormément nos dettes. Et c'est pour cela que quand vous avez un émir du Qatar qui vient en France, il est extrêmement bien reçu parce qu'on en a besoin d'eux. On a besoin tous les mois qu'ils nous rachètent notre dette. Au jour d'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a doublé la dette qu'elle a achetée par exemple aux États-Unis d'Amérique. Ça, on peut trouver l'info. Sur la France, c'est plus compliqué. On n'arrive pas vraiment à la trouver. Ils sont passés de 88 milliards à 177 milliards en moins de 3 ans. Donc ils rachètent la dette américaine alors que les Chinois font le contraire en ce moment. Ils prennent beaucoup moins de dette américaine, ils allègent un petit peu. Et ça permet aux Américains de ne pas avoir des taux qui se mettent à flamber à tout va. Donc vous voyez, on est totalement interreliés entre eux. Vous comprenez bien que si par exemple on reste sur des prix extrêmement bas, l'Arabie Saoudite va avoir du mal à subvenir aux besoins de sa population. Si on reste sur un baril de pétrole à 20 dollars, alors c'est plutôt positif pour les entreprises qui consomment cette matière première pour se développer, mais s'ils n'ont pas assez d'argent, pour eux-mêmes, ils vont pas nous prêter de l'argent, ils vont pas nous racheter notre dette. Donc nous, on va avoir la contrepartie de ça, c'est qu'on va avoir du mal à trouver des gens qui vont racheter notre dette. Donc nos taux d'intérêt à nous vont se mettre à monter. C'est pour ça que tout le monde est interrelié et que le cours du pétrole est extrêmement important. Il faut une sorte de general agreement sur un prix qui permet aux pays pétroliers de se développer et de racheter nos dettes pour qu'on continue à vivre au-dessus de nos moyens. Si demain, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. sont en très grande difficulté, ils vont tous se concentrer sur leur population, ils vont plus acheter de la dette, et ben nous, on va bien être malins et il faudra faire
type comme la Grèce, des plans drastiques de réduction des retraites, moins 20%, du nombre de fonctionnaires, etc., etc. Donc vous voyez, c'est ça que cette géopolitique du pétrole, ça nous concerne, même nous qui n'avons pas une seule goutte de pétrole en France. Donc conclusion, à cette géopolitique du pétrole, cette guerre du pétrole, cette guerre des prix, je te fais baisser le prix du baril pour mettre en difficulté le gaz de schiste américain, mais en même temps pas trop bas parce que moi-même je me mets en difficulté, etc., etc. On se rend compte que c'est un véritable sac de nœuds, en fait, où tout le monde est totalement interrelié. Vous avez des pays qui jouent leur survie là-dessus, hein, tous les pays pétroliers dont ça représente 80% de leurs revenus, de leur budget, et ils ont un horizon, j'allais dire, à long terme plutôt difficile s'ils ne se réinventent pas totalement, parce que le pétrole, un jour ou l'autre, il y en aura quand même plus ou plus beaucoup. Alors eux seuls le savent, mais si c'est dans 10, 20 ou 30 ans, la fin de la récréation. Et nous-mêmes, on a besoin d'avoir des pays pétroliers qui brassent pas mal d'argent pour que cet argent nous revienne à nous, qui nous rachète notre dette pour pouvoir entretenir notre niveau de vie au-dessus de nos moyens. Je ne rentre pas du tout sur la problématique de la transition énergétique, parce qu'on nous parle toujours qu'il faut faire la transition énergétique. Très bien. Arrêtons donc de consommer du pétrole. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le plastique? On met donc moins d'engrais, mais est-ce qu'on va pouvoir nourrir 7 milliards d'habitants? Si on peut les nourrir, il y aura moins de rendement, donc les produits alimentaires vont coûter beaucoup plus cher. Pour nous, on pourra peut-être s'en sortir, mais qu'en sera-t-il de l'Afrique si les produits alimentaires prennent 30% parce qu'on balance plus des engrais artificiels faits avec du gaz? Voilà. Toute une problématique aussi, le réchauffement climatique, les conséquences, etc. Et c'est vraiment extrêmement lié au pétrole. Voilà, je n'irai pas plus loin. Normalement, c'était prévu pour un quart d'heure et je viens de faire en fait 25 minutes. Et croyez-moi, j'ai rien dit de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à m'encourager à continuer tous les soirs. Parce qu'en même temps, pour rien vous cacher, je surveille aussi les cours de bourse. Donc à vous abonner, à mettre des petits boutons, des petits likes dans tous les sens. Et puis on se retrouve demain. Alors voilà, tout le programme, on se retrouve à 8h30 pour le Good Morning Trading. Ensuite, on se retrouve entre 10 minutes et une demi-heure selon les soirs pour étudier un sujet bien précis. Demain, j'ai envie de vous faire un sujet que j'aime beaucoup, on va étudier le détroit d'Ormuz. Et là, on va toujours être dans la géopolitique du pétrole. Là, je fais la semaine pétrole et puis la semaine prochaine, on fera autre chose. Le détroit d'Ormuz et toutes les problématiques, notamment entre sunnites, chiites, base américaine, base française, où elle se trouve et pourquoi elle se trouve là. C'est un sujet qui est au niveau géostratégique cette fois-ci assez passionnant. Donc demain matin, on se retrouve 8h30 pour le Good Morning Trading, le soir 20h45 pour le sujet sur le détroit d'Ormuz, et puis toute la journée, 24/24, même 365 jours par an, sur le forum Andlil. Voilà, je vous embrasse, bonne soirée, je me dépêche, c'est Top Chef, j'ai raté le début. Ciao.